Au sommaire de cette édition, en République démocratique du Congo, des affiches de Joseph Kabila comme candidat à la présidentielle du 23 décembre sont au cœur d'une polémique. Au Sénégal, des milliers d'étudiants ont manifesté ce jeudi dans plusieurs villes du pays pour réclamer justice après la mort d'un des leurs, tué dans des affrontements avec la gendarmerie. Et puis au Maroc, Nasser Zefzafi, le leader du mouvement de protestation qui a agité l'an passé la région du Rif, a entamé ce mercredi une grève de la faim selon sa défense. Bienvenue à toutes et à tous. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé qu'il ferait don de la moitié de son salaire de $290 000, soit 162 239 000 francs CFA à une organisation caritative. Cette dernière a été créée en l'honneur du premier dirigeant noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. En mémoire de Madiba, en reconnaissance des grands sacrifices qu'il a faits et de son engagement inlassable pour améliorer la vie des plus vulnérables, il y a quelque chose que chacun d'entre nous peut faire. Ainsi s'exprimait le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a annoncé devant le Parlement mercredi qu'il ferait don de la moitié de son salaire de $290 000, soit 162 239 000 francs CFA, à la Fondation Nelson Mandela. Les dons feraient selon lui partie d'un nouveau fonds appelé Toumamina, qui signifie en français « envoie-moi ». Nous recherchons des personnes ayant les compétences, le temps et l'engagement nécessaires pour prêter main forte à ces projets communautaires grâce au mentorat, à la formation et au renforcement des capacités. De cette manière, nous offrirons aux Sud-Africains une opportunité tangible avec un impact signifiant de faire partie intégrante de la lutte contre la pauvreté, a-t-il poursuivi. Cyril Ramaphosa, qui a succédé à Jacob Zuma en décembre et qui doit faire face à une élection nationale en 2019, espère également que d'autres suivront son exemple, même si ce n'était pas avec un don en argent. Le fonds sera lancé à la date marquant le 100e anniversaire du président Mandela cette année. Des affiches déployées par des partisans du parti au pouvoir à Kinshasa présentant Joseph Kabila comme candidat à la présidentielle du 23 décembre sont au cœur d'une polémique en République démocratique du Congo. La société civile et l'opposition dénoncent une stratégie dangereuse. Les détails. Notre candidat Joseph Kabila, peut-on lire sur une affiche signée par les amis de Mova Sakanyi, installée dans un marché dans l'ouest de Kinshasa sur une artère très fréquentée. Une autre affiche placée juste à côté de celle du président montre le ministre de l'Intérieur, Henri Mova Sakanyi, derrière un micro avec ce message « L'homme de la situation difficile du pays, Likofi Kabila, coup de poing de Kabila en Lingala ». Ces affiches font partie d'une stratégie politique dangereuse mise en place par le PPRD afin de préparer l'opinion à accepter un troisième mandat pour le président Kabila, a déclaré Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Nous condamnons cette attitude et nous en appelons au sens de la responsabilité du président Kabila pour qu'il mette fin à ces manœuvres mijotées par ses proches collaborateurs, a-t-il ajouté. Pour l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti historique de l'opposition, cet affichage montre que Kabila est en train de tout manigancer pour se maintenir au pouvoir. C'est dangereux, nous ne l'accepterons jamais, même si les hommes de Kabila sont prêts à tout, a dit Peter Kazadi, directeur du cabinet adjoint du président de l'UDPS. Pourtant, le 7 mai, la présidence congolaise avait démenti toute nouvelle candidature de Kabila, qualifiant d'intox une rumeur qui affirmait que le chef de l'État serait en lice pour la présidentielle du 23 décembre, censé élire son successeur. Au Sénégal, le limogeage du recteur de l'université de Saint-Louis n'a pas apaisé la colère des étudiants. Ce matin, ils ont marché à Saint-Louis pour réclamer justice et dire non à la violence policière au sein des facultés. Un mouvement qui s'est étendu dans toutes les villes du pays. Justice pour Fallou! Justice pour Fallou! Près de 3000 personnes sont rassemblées ici, à Saint-Louis. Sur des pancartes, on peut lire « Justice pour Fallou Sène »,
L'un des leurs tué à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au cours de confrontations avec les gendarmes. C'est donc une grande marche pacifique pour réclamer la justice. Dans le cortège, des étudiants des universités de la région, mais également des élèves plus jeunes venus de lycées, de collèges et même du primaire. Un fort élan de solidarité qui s'exprime ici dans les rues de Saint-Louis. Les étudiants ne veulent plus de violences policières, ils réclament de meilleures conditions de vie. On est là pour réclamer et pour dire plus jamais ça, plus jamais mort d'étudiants. On en a marre de cette situation-là, qu'on vit depuis mai 68 au Sénégal. On a eu la mort de Balla Gaye en 2000 et aussi la mort en 2014 de Bassirou Faye, mais plus jamais ça, plus jamais de mort d'étudiants. Actuellement, nous vivons une situation accablante. Nous demandons que justice soit faite et que les conditions de vie des étudiants soient améliorées aussi. Les étudiants exigent également la démission ou le limogeage du ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'économie des finances, car pour eux, ils sont responsables du retard du paiement des bourses. Et c'est ça qui a fait exploser la contestation ici à Saint-Louis. Sur tous les campus à travers le Sénégal, la grève des étudiants se poursuit. Elle est pour le moment illimitée. Allons cette fois-ci en Centrafrique où 12 personnes ont été tuées ce mercredi, dont des violences consécutives à l'explosion d'une grenade dans le quartier musulman du PK5 de Bangui. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi la Croix-Rouge centrafricaine. L'information a été confirmée par l'imam de la mosquée du quartier PK5, théâtre de violences régulières depuis le mois d'avril dernier. Le quartier commerçant et à majorité musulmane du PK5 est le théâtre de violences régulières depuis le mois d'avril dans la capitale centrafricaine. Selon la Croix-Rouge centrafricaine, 12 personnes y ont perdu la vie mercredi dans des violences consécutives à l'explosion d'une grenade. La mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, a annoncé avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ces violences. Les boutiques de ce quartier, qui est le poumon économique de Bangui, ont de nouveau fermé après ces nouvelles violences. Un calme relatif était pourtant revenu peu à peu au PK5 depuis quelques jours après des semaines de tensions qui avaient bloqué toute activité économique. En avril dernier, une opération de démantèlement des bases des milices du quartier par l'ONU, accompagnée des forces de sécurité centrafricaines, avait abouti à des combats qui ont fait plusieurs dizaines de morts dans le PK5 à Bangui. Les violences s'étaient ensuite propagées à proximité du quartier, avec en particulier l'attaque d'une église catholique le 1er mai dernier, qui avait fait au moins 24 morts et 170 blessés. Djihadistes abattus en début de semaine au Burkina Faso. La procureure Maïsa Sirémé a déclaré que les 4 djihadistes présumés, dont 3 ont été tués ce mardi au cours d'une opération dans un quartier en périphérie sud-est de Ouagadougou, avaient un lien avec l'attaque du 2 mars 2018. Cette attaque, faut-il le rappeler, avait visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou. Elle a fait 8 morts et 85 blessés. Reportage. Pour sa très attendue sortie médiatique, la procureure de Burkina Faso, Maïsa Sirémé, a levé un coin de voile sur l'opération militaire burkinabé qui a eu lieu dans un quartier en périphérie sud-est de Ouagadougou et en fait des morts, dont 3 djihadistes. Elle a affirmé que les 4 hommes qui projetaient une attaque dans la capitale ont un lien avec les assaillants des attaques terroristes du 2 mars ayant visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou. L'enquête révèle également un lien entre les occupants de la villa et les assaillants des attaques terroristes du 2 mars 2018. Ils appartiendraient tous au même groupe terroriste, en l'occurrence Al-Mourabitoun, un des groupes terroristes composant le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le cerveau présumé du groupe, à la personne de Sawadogo Abdoulaye alias Abdallah, est impliqué dans l'attaque de la brigade territoriale de gendarmerie de Samorogouan du 9 octobre 2015. Il fait aussi partie du groupe de terroristes démantelé dans le quartier de Kilouin le 23 octobre 2016.
L'assaut mené dans la villa des djihadistes présumés a coûté la vie à un gendarme. 6 personnes, dont 4 gendarmes, ont été blessées au cours de l'opération. A été retrouvé sur les lieux un véritable arsenal de guerre composé de 2 fusils de type AK-47, un fusil mitrailleur PKMS, 2 pistolets automatiques, un revolver, 1097 cartouches de balles, 28 chargeurs pour fusil AK-47, des pins plastiques, des clous, des cordons détonnants, des détonateurs, des grenades, des tenues militaires de l'armée burkinabé, de l'armée française, des appareils ainsi que du matériel de communication. La ministre des Affaires étrangères rwandaise Louise Mushikiwabo est candidate au poste de directrice de la francophonie. Sa candidature a été officialisée ce mercredi à Paris par le président rwandais Paul Kagame dans une déclaration en présence du président français Emmanuel Macron. Le point dans ce élément. Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, postule pour prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle sera opposée à la québécoise Michaëlle Jean. Sa candidature déjà soutenue par Paris devrait également rallier les puissants pays africains et ainsi consacrer la volonté d'Emmanuel Macron de valoriser l'Afrique, locomotive de la langue française. J'ai une conviction que je n'ai jamais cachée. Là aussi, celle que s'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. L'annonce de la candidature de Louise Mushikiwabo comme candidate à la tête de la francophonie est intervenue alors que le président rwandais est en visite à l'Élysée, une première depuis 2011. Since France has played role in many instances. La France ayant joué un rôle en de nombreuses circonstances sur notre continent, nous espérons que la France continuera à soutenir les efforts déployés pour relever les nombreux défis de notre continent. In dealing with the many challenges on our continent. Les relations entre Paris et Kigali sont extrêmement tendues depuis le génocide de 1994 au Rwanda. Mais les chefs d'État des 2 pays tentent progressivement de renouer les liens. Et puis au Maroc, Nasser Zef Safi, jugé depuis septembre dernier avec 53 co-accusés, a entamé ce mercredi une grève de la faim selon sa défense. Il est le leader du mouvement de protestation qui a agité l'an passé la région du Rif dans le nord du pays. C'est pour protester contre les tortures et traitements inhumains qu'il aurait subis en prison que le meneur du mouvement a décidé d'entamer une grève de la faim, a affirmé dans une publication Facebook un de ses avocats, maître Naïma El Galaf. Nasser Zef Zafi fait partie des 54 accusés jugés en première instance depuis la mi-septembre devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca en lien avec le Irak, qui veut dire mouvance, nom donné localement au mouvement social qui a secoué entre fin 2016 et mi-2017, la région historiquement frondeuse et marginalisée du Rif. Arrêté pour avoir interrompu le prêche d'un imam ouvertement hostile au mouvement dans une mosquée d'Al-Hoceïma, épicentre de la protestation, et poursuivi notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, Nasser Zef Zafi, 39 ans, risque en théorie la peine capitale. Il est incarcéré à la prison d'Oukacha à Casablanca. La grève de la faim du meneur du Irak, la deuxième depuis son arrestation, intervient alors que son procès fleuve entre dans sa dernière ligne droite avec le début de l'audition des témoins après l'interrogatoire des 54 accusés. Environ 450 personnes, selon des associations, ont été arrêtées pendant les événements déclenchés par la mort de vendeurs de poissons broyés dans une benne à ordures en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchandise de l'espadon interdit à la pêche en octobre 2016. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.